Ravi de vous retrouver à la une de ce matin. Adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi des finances pour l'exercice 2026. Les détails dans un instant. À suivre également les lancements des travaux anti-érosifs sur les sites de l'université de Kinshasa dans l'entretemps à Kimbonseke, plus précisément au quartier Révolution. Plusieurs habitations ont été englouties par une tête d'érosion. Un cri d'alarme est lancé aux autorités compétentes. Voilà pour les titres. Nous sommes aujourd'hui jeudi 20 novembre depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous dans cette première édition du journal. Mais avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité le travaux en atelier de la table ronde nationale basée sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage. C'est une véritable visite surprise que le chef de l'État a effectuée ce mercredi au Tchèze, cadre choisi pour les travaux en atelier de la table ronde jeunes. Éparpillés dans plus de 5 locaux du bâtiment du Tchèze, ces jeunes, venus de toutes les provinces, ont reçu la visite du chef de l'État, venu se rendre compte de leur degré d'implication au niveau des groupes thématiques. Le président de la République a pris son temps pour échanger avec ces jeunes et les encourager à participer activement à ces assises. De leurs propres réflexions devraient découler des recommandations et résolutions que le chef de l'État entend transformer en plan stratégique national de l'employabilité des jeunes. Comme il l'avait souligné dans son discours d'ouverture, le chef de l'État entend mobiliser les institutions du pays pour faire changer les stratégies non reluisantes sur l'emploi des jeunes. Dans ses échanges avec le ministre sectoriel et le participant, le président Félix Tshisekedi a insisté sur la nécessité d'aboutir à des mesures concrètes et applicables rapidement. À cet effet, il a rappelé aux équipes que les jeunes sont dans l'attente des résultats tangibles, les invitant à privilégier des solutions réalistes adaptées au contexte socio-économique du pays. La table ronde de la jeunesse va tirer ses rideaux ce jeudi à la grande satisfaction des autorités impliquées. Dans l'actualité également du matin au soir, 24/24, l'inquiétude d'habitants de l'avenue Tombalbaye. Nous sommes là à Gombe et dérangés par le bruit des véhicules poids lourds qui viennent chercher du béton pour travaux de construction initiés un peu partout à travers la ville. Inquiète, ces habitants lancent un cri d'alarme aux autorités de la ville pour trouver des solutions adaptées à ces situations. L'avenue Tombalbaye dans la commune de la Gombe est envahie par de gros véhicules. Les camions poids lourds avec des inscriptions BBC, Ecotrans, stations de part et d'autre de la chaussée gênent la circulation et perturbent le quotidien des paisibles citoyens. Le bruit des moteurs de ce véhicule en attente du chargement de béton résonne 24 heures sur 24 à cet endroit. Bon, notamment, je ne sais pas si c'est un parking ou pas. Depuis que je commence à étudier à Leadership Academia, j'emprunte toujours cette route et je croise toujours des tas de véhicules stationnés ici, souvent des véhicules qui transportent des ciments. On n'empêche pas qu'on peut se garer pour faire une petite activité et puis partir. Mais ces véhicules sont là pendant 2 heures, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font, où sont les chauffeurs, quand est-ce que même ils sont arrivés, puisque dès 7 heures du matin, on en trouve plein ici. Cette avenue, réputée par son calme, est confrontée à une pollution sonore qui ne dit pas son nom. Des écoles et instituts, des hôpitaux, des entreprises et des églises vivent un calvaire à cause des véhicules lourdement chargés. L'inquiétude des habitants de cette avenue est menacée. Qui a stationné? C'est une société qui fabrique le béton dans une cité dortoir. Ici, nous sommes à Gombe. On ne peut pas concevoir qu'on puisse avoir une usine de fabrication de béton. D'abord, regardez nos plantes, sont remplies de poussière dues à ces camions ici, qui passent tous les jours. Et c'est 24 heures sur 24. Dans une cité dortoir, ça ne se fait pas. Il y a ce qu'on appelle cité industrielle. Vous avez vu, à un moment donné, quand nous étions encore enfants, il y a un endroit qu'on appelle quartier industriel et quartier résidentiel. Ici, nous sommes dans un quartier résidentiel. Donc, cette usine-là, on ne peut pas l'installer à la Gombe. Ces derniers ne savent plus à quel saint se vouer. Ils tournent les regards en direction des autorités de la ville pour mettre fin à ces calvaires longtemps vécus.
Je vous le dis au sommaire de cette édition, l'Assemblée nationale a déclaré recevable au terme de 2 journées de débat les projets de loi de finances pour l'exercice 2026. À la Chambre basse du Parlement, les députés ont déclaré recevable le projet de loi des finances pour l'exercice 2026, chiffré à 59,021 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains. Présenté par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, le document est désormais envoyé à la Commission économique et financière, l'ECOFIN, pour un examen approfondi de 14 jours. Comparé à 2025, ce budget enregistre une hausse de 16% malgré un contexte économique marqué par la baisse des recettes dues à la guerre d'agression. La chef du gouvernement a toutefois salué la stabilisation du taux d'échange, revenu autour de 2300 francs congolais pour $1 contre 2800 précédemment. Le budget 2026 s'articule autour de 5 priorités: la sécurité et la défense, le développement économique incluant l'agriculture, l'industrie et les infrastructures, l'éducation avec la poursuite de la gratuité, la santé universelle et la protection sociale. La structure budgétaire s'est répartie entre les budgets généraux, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Sous la présidence de l'honorable Meboji Sangara, la plénière a donné le feu vert à la suite du processus parlementaire. Pendant plus de 5 heures, les élus ont enrichi les débats avant de renvoyer les textes à l'ECOFIN. En ouverture de son adresse, la première ministre a également félicité les nouveaux élus du bureau, l'honorable Meboji Sangara et Clotilde Mutita Kalunga, respectivement président et rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale pour leur brillante élection au sein du bureau de cette chambre législative. Le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukondo Kenge, a accordé une série d'audiences à quelques délégations, notamment celles du Maroc et de l'Algérie. Les représentants de ces 2 pays ont félicité la République démocratique du Congo pour l'organisation réussie à Kinshasa des travaux de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. D'autres détails dans ce reportage. En marge de la 84e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine qui s'est ouverte au mardi 18 novembre 2025 à Kinshasa, le président de la Chambre haute du Parlement congolais, Jean-Michel Samaloukondo Kenge, a reçu tour à tour les différentes délégations de l'Union parlementaire africaine, notamment celle du Maroc conduite par Rachid Talbi Al-Alami, président de la Chambre des représentants du Maroc. Ce dernier a remercié la République démocratique du Congo pour l'organisation parfaite de cette rencontre parlementaire africaine. Depuis longtemps, et que la RDC a toujours soutenu le Maroc et le Maroc soutient toujours la RDC. Nous sommes des pays frères, amis. On n'a pas de points de divergence, on n'a que des points de... parce que nous défendons les principes et des valeurs universelles. Surtout la paix, l'intégrité territoriale des 2 pays et l'ensemble des pays africains, bien sûr, et puis la souveraineté de chaque pays et le respect de chaque pays et le respect des populations de chaque pays. Nous travaillons ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens, surtout les citoyens africains. Et nous avons un potentiel économique incroyable. Il est temps aujourd'hui de mettre fin à l'ensemble des conflits stupides et de mettre la main dans la main pour pouvoir avancer. Une autre délégation reçue par Jean-Michel Samaloukondo Séjour est celle de l'Algérie qui a également jeté de fleurs à la RDC pour avoir pris à bras le corps cette organisation d'envergure africaine. Mais bien avant ces audiences, les parlementaires venus des différents pays d'Afrique pour participer à cette rencontre parlementaire africaine ont visité les mémorials du génocide congolais pour des gains économiques dits génocost. Aussitôt arrivés sur les sites, les services de FONAREV ont fourni des explications claires et nettes sur les mémorials. Avec un cœur compatissant, quelques parlementaires ont eu séance tenante à déposer leurs gerbes de fleurs en hommage aux victimes. De Kinshasa, nous partons cette fois-ci pour Isiro où séjournent actuellement les vice-premiers ministres et ministres en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Une fois arrivé sur place, il a tenu un meeting populaire au cours duquel il a présenté les grandes lignes de sa visite dans les Hauts-Ouélé. Reportage.
Aussitôt qu'il a foulé la capitale provinciale du Haut-Ouélé dans une ambiance totale, récit à son honneur par le gouverneur Jean Bakomi Togambou, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Luko, a été conduit au rond-point Patrice Emery Lumumba du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo où étaient massées des foules compactes dans la même soirée du mardi 18 novembre 2025. Ici, c'est le meeting qui débute par le mot introductif et de bienvenue de Jean Bakomi Togambou, l'homme le plus heureux. A kombo ya bana nyonso ya Haut-Ouélé to présenter yo séjour et l'amour awa na mabele ya bienheureuse Anuarite. Jacquemain Chabani Luko se réjouit de la chaleur de son accueil et jette de fleurs au chef de l'exécutif provincial du Haut-Ouélé pour le respect des instructions du chef de l'État en matière des actions de développement. Totindami na tata mokonzi ya ekolo na sepeli na moni côté musala ya nzela évolution ezali, c'est déjà une bonne chose. Encore une fois, merci pour l'accueil. La gouvernance sécuritaire, la vigilance et l'implication de tous, la territoriale et de proximité, tels sont été le maître mot de son adresse galvanisante. Tozwa ki ba rapport moi mingi et pas ya gouverneur, na makambo etali insécurité na kati ya province, il faut totikala vigilant. Yango toye na nouveau système, nouvelle gouvernance sécuritaire na biso poto bakisa niveau ya sécurité ya ba entité na biso. Cette rencontre est la première du genre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Et en dehors de nos frontières, la démocratie du Congo participe activement aux travaux du Business France édition 2025. Présent à ces grands rendez-vous, le ministre d'État, ministre en charge du plan Guilain Niembo a vanté les climats des affaires et bien d'autres projets de développement initiés par le gouvernement de la République. C'est l'un des plus importants rendez-vous d'affaires entre l'Afrique et la France. Le Business France 2025 a été pour l'Hexagone et les continents noirs un hub d'échange sur des défis économiques majeurs et des partages basés sur d'éventuels partenariats, moteurs des transformations structurelles tels que soutenus par le ministre d'État, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Niembo, qui s'est exprimé en tant que conférencier principal. Nous travaillons aujourd'hui sur des réformes importantes pour permettre essentiellement au monde privé de nous accompagner. Nous avons des grands investissements que nous devons effectuer dans notre pays pour rassurer tous les investisseurs. Nous avons aujourd'hui une grande matrice qui a été travaillée par toutes les parties prenantes, toutes les couches. On travaille sur une matrice aujourd'hui qui est suivie au niveau du gouvernement avec un système digital de suivi pour s'assurer que les ministres réformateurs puissent apporter des réformes nécessaires pour encourager les investisseurs dans notre pays. La RDC s'est montrée plus pragmatique en proposant un partenariat responsable taillé sur une convergence dans les objectifs à atteindre ayant pour centre d'intérêt l'investissement dans les capitals humains. 2 projets ont été mis en exergue. Il s'agit du projet vert Kinshasa, est un symbole d'une planification urbaine durable, et le projet Grand Inga, exemple d'un partenariat technologique et financier d'envergure panafricaine. D'échange sur l'autonomisation et l'entrepreneuriat des jeunes initié par la Fondation Tony Elou, axé sur l'écosystème dédié à stimuler l'innovation et la création d'emplois. Reportage. Créer des millionnaires congolais, la vision du chef de l'État s'appuie désormais sur la fondation Tony Elumelu. First, I'd like to start off by thanking His Excellency, Mr. President, for inviting me. Je remercie le président de la République pour l'invitation à intervenir à la table ronde. Avec nos partenaires, nous avons financé 466 entrepreneurs congolais et je suis heureuse de le retrouver aujourd'hui au sein de cet écosystème. These are jobs that did not exist before 2015. Quelques heures après son entretien avec la première dame, la directrice générale de la fondation Somachi, Chris Asoluka, a lancé un nouvel écosystème réunissant alumni, mentors et partenaires privés. Je suis basée à Goma. Nous avions commencé à faire l'exportation des soja
et des farines de Goma jusqu'au Kenya, de Goma jusqu'en Ouganda. J'ai acquis la meilleure formation qu'un entrepreneur peut avoir avec le fonds de démarrage et la compétence ont permis de grandir. Invitée de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat, elle a rappelé les piliers du succès de la fondation, à savoir la discipline, la formation et le développement collectif. In how to support even more young women entrepreneurs. Pour soutenir l'entrepreneuriat féminin, nous leur présentons des modèles de réussite afin de les inspirer. Nous croyons que lorsqu'une femme réussit, des milliers d'autres peuvent réussir à leur tour. À l'échelle africaine, 2,5 millions de jeunes formés pour 100 millions de dollars investis et 1,5 million d'emplois créés. La République démocratique du Congo et l'Indonésie ont solennellement réaffirmé leur engagement conjoint pour la gestion durable et la valorisation des tourbières, engagement formalisé lors d'une brève cérémonie des signatures d'un partenariat entre les deux pays tenus à Belém. Nous sommes là, au Brésil. La COP30 à Belém au Brésil a offert plusieurs opportunités à la République démocratique du Congo, notamment celle de développer plusieurs coopérations avec les pays au potentiel forestier évident. La ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangendambo, et son homologue indonésien, Hanif Faisal Nurofig, se sont engagés pour la gestion durable, la protection et la valorisation des tourbières. Et les pays comme les nôtres qui regorgeaient beaucoup de ressources forestières et qui détenaient de vastes espaces de tourbières, la responsabilité nous impose de nous mettre ensemble de manière à protéger ces espaces-là pour nos peuples et pour le monde. C'est le but de notre alliance aujourd'hui. Et comme nous l'avons dit, nous allons attirer le maximum de pays qui ont des tourbières dans leurs écosystèmes. Et cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'International Tropical Peatlands Center, ITPC. Répondant à cet appel, le ministre indonésien Hanif Faisal Nurofig a souligné l'urgence de cette action. Les deux nations s'engagent également à mobiliser et à attirer le maximum des pays détenteurs des tourbières afin de constituer une force mondiale. À cet effet, une réunion ministérielle clé est prévue au Kenya en début de l'année prochaine. L'objectif de cette rencontre sera de développer un agenda commun pour le renforcement de cette alliance pour mettre fin et commencer à restaurer ces écosystèmes. L'ITPC a été lancé en octobre 2018 à Jakarta, initié par une collaboration entre l'Indonésie, la République démocratique du Congo et le Pérou. Et en mission à Addis Abeba, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a haussé les tons sur la situation des réfugiés et des déplacés internes. Elle a également saisi l'occasion pour fustiger la violation de la charte de l'ONU et de l'Union africaine par certains pays africains. Reportage. La voix de la République démocratique du Congo a été portée à Addis Abeba à la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur les migrations, les réfugiés et les personnes déplacées internes. Dans son discours choc devant ses pairs ministres venus des pays d'Afrique, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, a fustigé la violation de la charte de l'ONU et de l'Union africaine par le Rwanda et ses alliés à la base de l'instabilité des réfugiés et déplacés internes dans son pays, la République démocratique du Congo. Elle a par ailleurs sollicité l'appui de tous aux efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République démocratique du Congo est parmi les meilleurs pays qui accordent des facilités aux réfugiés. Intégration dans le tissu économique et social, scolarité gratuite des enfants et admission facile des adultes à l'éducation, hospitalité qui malheureusement nous apporte les malheurs pour certains pays qui créent les conflits armés avec plus de 5,7 millions de déplacés internes, qui fait de la RDC le deuxième pays après le Soudan avec la plus grande population de déplacés internes en Afrique. D'où nous devons consolider la paix par les accords de développement. Première retombée du speech de la vice-ministre de l'Intérieur à cette réunion de haut niveau et l'aide humanitaire de 500 000 $ annoncée par la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social à l'Union africaine en présence de l'ambassadeur résident congolais. À la fin de cette année, Amatoun Amoa fera le déplacement à Kinshasa avec l'ancienne présidente de la République fédérale d'Éthiopie pour matérialiser cette promesse.
Nous allons nous attarder cette fois-ci au départ à la retraite des 15 agents de la Société nationale de loterie. Les agents qui partent à la retraite dans la dignité, il s'agit ici d'un tournant majeur au sein des entreprises publiques. Ce qui devrait être la norme est devenu aujourd'hui l'exception. Une retraite méritée, honorable, célébrée et célébrée. Dans un contexte où partir à la retraite dans les entreprises publiques en République démocratique du Congo relève souvent du parcours du combattant, une lueur d'espoir s'est levée. 15 agents ont été honorés dans une entreprise publique, dans la droite ligne de la volonté affichée au sommet de l'État. Après la visite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'ONATRA, et celle du ministre du portefeuille à la RVA, le signal est clair. La retraite ne doit plus être une sanction, mais plutôt une reconnaissance, une cérémonie à forte portée symbolique. Les retraités ont reçu des pagnes, des congélateurs et des enveloppes conséquentes selon leur grade. Pour Madame le directeur général, il s'agissait non seulement de marquer la fin d'une carrière, mais aussi et surtout d'exprimer la gratitude de l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes honorés et nous honorons maintenant cet engagement en assurant une transition digne et conforme au texte en vigueur pour ce deuxième groupe. Ce deuxième groupe des piliers de notre entreprise que vous êtes. Ceci démontre la volonté de la direction générale de se conformer au texte réglementaire en vigueur dans notre pays et de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la fondation de l'État. C'est un moment de joie et de reconnaissance pour ceux qui ont tout donné, a déclaré Madame Claude Solange Chibaka dans une ambiance empreinte d'émotion. Une cérémonie saluée par les autorités locales et marquée par une forte émotion. Le message que je vais donner aux retraités, c'est de comprendre d'abord que la retraite c'est une étape de la vie, une nouvelle étape. On ne les a pas chassés de l'entreprise, ils seront toujours attachés avec l'entreprise. Et en ce qui concerne leurs gains, l'enveloppe qu'ils auront à recevoir, qu'ils puissent bien les gérer. Un acte concret qui témoigne d'une volonté claire qui est celle de rendre au service public ses lettres de noblesse et à ses serviteurs la reconnaissance qu'ils méritent. Autre chose, la population congolaise a été sensibilisée à l'impact de la prématurité. C'était lors d'une conférence tenue sous le thème « Donner à chaque prématurité une chance de vivre ». Les avancées scientifiques, défis à relever et pistes de solutions pour une meilleure prise en charge des prématurés. La célébration de la Journée mondiale de la prématurité en son deuxième jour a été consacrée aux réflexions et échanges profonds. Comment prévenir l'anémie chez les prématurés, développé par le professeur Dr Laetitia Mavinga, la prévention de l'hypothermie pour réduire leur mortalité par le Dr Bertin Kadima, des difficultés dans le neurodéveloppement du prématuré, son alimentation et autres figurent parmi les thématiques abordées sous la modération du professeur Dr Thérèse Bisselele. Nous avons organisé ces assises pour porter au plus haut la voix de nos nouveau-nés prématurés. Et aujourd'hui, nous avons plus parlé des avancées médicales et nous voulons également profiter de cette journée pour parler un peu de l'organisation d'une société congolaise de néonatologie, pour avoir une uniformité des soins. Le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, qui a clôturé ses assises, a promis de maintenir les caps du gouvernement dans la maternité gratuite tout en mettant l'accent sur la formation du personnel. Il faut améliorer les compétences des personnes qui travaillent, notamment ceux qui s'occupent de tout petits. Et c'est pour cela que la formation continue, la mise à jour, l'accueil de nos patients, ce sont des priorités sur lesquelles nous devons revenir. Ces travaux de 2 jours, organisés avec succès par les réseaux des services de néonatologie de la République démocratique du Congo, visent à renforcer la détermination commune d'offrir à chaque prématuré des soins adaptés pour sa survie et son épanouissement futur. Ensemble, nous vaincrons la prématurité. Je vous l'ai dit au sommaire de cette édition à l'université de Kinshasa, les logements des professeurs sont menacés de destruction par plusieurs têtes d'érosion provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent dans la ville de Kinshasa. Alerté, le ministre des Infrastructures et Travaux publics s'est rendu sur place. Question de procéder au lancement des travaux anti-érosifs. C'était une érosion qui inquiétait depuis 2 mois les quartiers de professeurs de l'université de Kinshasa. Un ravin profond, une route coupée et des habitations menacées d'être emportées. Aujourd'hui, une réponse concrète est engagée.
Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est rendu sur place pour déclencher une intervention d'urgence. Accompagné de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, il a lancé officiellement les travaux d'intervention rapide. Les travaux portent sur la reconstruction du collecteur, la stabilisation des berges et les remblayages du ravin. Un chantier conduit par la firme chinoise Polychagda sous la supervision de la CGT. Objectif annoncé, stopper l'avancée de l'érosion avant les prochaines pluies, rétablir la circulation vers les campus et les quartiers environnants. La cause profonde provoquée par les constructions sauvages, les différents ministres des secteurs concernés vont se retrouver, y compris la ville aussi, pour qu'on démolisse sans pitié toutes ces constructions. Nous ne pouvons pas tolérer que les gens, par inconscience, construisent de manière sauvage et après qu'ils mettent en danger les vies des autres. Et après, c'est le gouvernement qui doit payer le prix. Une mobilisation qui rassure les professeurs longtemps dans l'incertitude. Ils espèrent désormais que cette intervention marquera les débuts d'une solution durable pour sécuriser définitivement les sites. À la suite des récentes pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale, l'usine de traitement d'eau d'Indjili a été temporairement mise à l'arrêt pour éviter de dommages. Cela a provoqué une pénurie d'eau dans plusieurs quartiers de la ville. Dans l'entretemps, une tête d'érosion menace une conduite de transport d'eau potable en la rendant vulnérable à la rupture. Nous sommes là dans la commune de Kimbontseke, plus précisément au quartier Révolution, un cri d'alarme et aux autorités de pays. Cette tête d'érosion profonde et longue de plusieurs mètres a complètement mis à nu et exposé la conduite d'adduction à eau qui transporte l'eau traitée depuis la nouvelle usine de Lembaïmbou jusqu'aux consommateurs. Conséquence, l'eau potable risque de ne plus couler dans les robinets des habitants de ce coin de la ville de Kinshasa. Du coup, de nombreux habitants de ces quartiers vivent de plus en plus la peur dans les ventres ces derniers temps. Et d'été régional de la régie des eaux Kinshasa-Est, ingénieur Adolphe Kamuna Lukonga a lancé un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes pour qu'ils puissent amorcer des travaux de sécurisation et de protection de ces infrastructures. Dans l'entretemps, après de fortes pluies qui se sont abattues dans la capitale, l'usine de traitement d'eau d'Indjili a temporairement été mise à l'arrêt suite aux inondations et à la forte turbidité de l'eau, perturbant ainsi l'approvisionnement en eau potable dans plusieurs communes. Une occasion tout trouvée pour les directeurs régionales de la régie des eaux Kinshasa-Est de tirer la sonnette d'alarme concernant la pollution plastique des rivières à Kinshasa et son impact sur les points de captage de cette entreprise du portefeuille d'État. Dans un autre registre, sous l'impulsion de la direction générale de la régie des OSA et des régionales Kinshasa-Est, Adolphe Kamuna Lukonga a entamé une opération de raccordement au réseau de distribution de la régie des eaux de plusieurs ménages se trouvant dans les différents quartiers à proximité de la nouvelle usine de traitement d'eau de Lembaïmbou. L'objectif est clair, c'est de faciliter l'accès à l'eau potable de la population de la partie Est, la ville de Kinshasa. Le nom vient maintenant à la présentation de la ministre de la Recherche scientifique du plan d'action destiné à renforcer la recherche agricole en République démocratique du Congo. Au cours de cette rencontre, le directeur général d'Africa Rice, accompagné du directeur général de l'INERA RDC, a présenté à la ministre le plan d'action stratégique destiné à renforcer la recherche agricole et à contribuer à faire du continent africain un véritable pôle de sécurité et de souveraineté alimentaire avant de donner le détail du mobile de son séjour à Kinshasa. Avec les capacités que le pays a et aussi vraiment toutes les potentialités que je vois ici là pour le côté agricole, mais bien sûr dans les autres secteurs de l'économie aussi. Mais pour moi, la plupart, c'est quand j'ai vu en 2022, quand j'ai visité ici, j'ai vu les activités agricoles dans le pays et les potentialités qui existent pour que le Congo puisse atteindre l'autosuffisance en riz, et en plus là, pour même commencer à exporter les riz dans la zone en Afrique centrale. L'Afrique ici, c'était un coup de pouce qu'on donne à notre pays dans le cadre du soutien de l'apport qu'a fait Arès pour la RDC. Alors c'était un honneur pour que
ce passage puisse amener à booster le mandat de la RDC à la tête de cette organisation. Il faudrait qu'à la sortie de ce mandat, il y ait des actes posés au nom de l'Afrique et au nom d'Africa Rice. La ministre Marie-Thérèse Sombo a accueilli avec grande joie cette nouvelle placée dans la vision du chef de l'État qui veut la revanche du sol sur les sous-sols en République démocratique du Congo. Et puis un atelier sur le volet économique de l'assainissement de Kinshasa a été organisé. Question d'élaborer un plan stratégique visant à transformer les déchets en richesse. En 3 ans, faire de Kinshasa une ville propre et assainie par la structuration, notamment d'une chaîne des valeurs de gestion des déchets. Tel est l'enjeu du plan Assainir Kinshasa 2026-2028 au cœur du débat à l'ambassade du Pays-Bas. Les experts du gouvernement provincial, le bourgmestre, le chef des quartiers et des rues réfléchissent comment se débarrasser des déchets en se focalisant sur un modèle économique. Aujourd'hui, nous sommes en phase de mettre en place un plan qui ira de 2026 à 2028. Donc nous travaillons sur 3 ans et nous comptons vraiment assainir la ville de Kinshasa. Nous commençons par nos communes, nos avenues, nos rues et tout le monde sera impliqué. Donc tous les acteurs sont concernés. Nous restons très optimistes. Nous pensons qu'avec tous les moyens et de la volonté manifeste de nos autorités au plus haut niveau, que la ville de Kinshasa va réellement devenir une ville propre et salubre. Ce plan va délivrer des résultats et on a déjà un modèle qui marche, c'est le modèle qui est dans la commune de Kumbanse, qui est dans les quartiers Kisantu, où on a vu une véritable appropriation et un leadership local qui a assaini Kisantu à Kumbanse. Pasqui 2026-2028 vient faire face à 5 décennies de gestion conjoncturelle de l'assainissement dans la capitale, basée sur l'informalité et ponctuée par des interventions d'aide au développement. Les ministres du Tourisme Didier Mazenga Mukonzo au cours d'un café politique sensibiliser les cadres et élites intellectuelles du parti Lumumbiste unifié au patriotisme, à la mobilisation massive de la jeunesse ainsi qu'à la loyauté et au soutien de l'action du président de la République. Les ministres du Tourisme Didier Mazenga Mukonzo, dans sa casquette du secrétaire général, chef du parti, autorité de référence du parti Lumumbiste unifié et du regroupement politique AAC Palou, a animé le samedi 15 novembre 2025 en la salle de réunion de sa résidence privée de la commune de la Gombe à Kinshasa les traditionnels cafés politiques des notables du parti et autres nationalistes Lumumbiste. Introduit par le secrétaire permanent et secrétaire général chef du parti ad intérim, Dolé Nkachama, dans sa communication, Didier Mazenga Mukonzo a de nouveau galvanisé le moral de ses troupes, les participants à ces forums de réflexion et de débat en vue d'accompagner avec loyauté et bravoure les efforts du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au plan politique, diplomatique, sécuritaire et de la mobilisation de militants du à la résistance populaire derrière les FARDC et le combattant patriote Ouazalendo. Et cela face aux menaces de balkanisation de la RDC par les forces impérialistes occultes. Les participants ont par la suite suivi religieusement, tour à tour, les interventions des 3 principaux orateurs sur les différents sous-thèmes, à savoir l'apport du Palou face à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays, développé par le professeur Bino Lapika, les relations entre les Palous et les partis socialistes, analyse, stratégie et conclusion par le prof Juliette Azi, et sur la vision socio-économique d'Antoine Gizenga, dénommée la Communauté africaine de solidarité développé par Paul Kainga. S'en est suivi une série de débats constructifs pour la bonne marche du parti et sa redynamisation au niveau des cellules de base. Question pour l'homme de Kissalu Nantoala d'affûter les armes en ratissant large en vue de récolter une moisson beaucoup plus abondante qu'en 2023 aux prochaines échéances électorales. Et avant de se quitter, la direction des informations télévisées de la RTNC a la profonde douleur de vous annoncer les décès de Madeleine Mubanga, journaliste au sein de la rédaction des infos télévisées. En cette période de deuil, toute l'équipe et toute la rédaction adresse ses sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, que son âme repose en paix. Madeleine Mubanga, nous t'oublierons jamais. Ainsi s'achève cette première édition du journal sur notre antenne. Merci de votre sympathique attention. Merci aussi à la chef d'édition Angèle
là et à toute l'équipe, notamment à Mamita Bangulu, Ariba Kumbu, également Joël Mpiangou, Jerry Mawassa et Émile Zola, grâce à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, la vie continue, l'actualité aussi se poursuit sur notre antenne en français également dans les 4 autres langues de diffusion. Les prochains, ce sera tout à l'heure à 13h30. Moi, je dis merci, à demain.